Bonjour à tous et bienvenue à cette 17e édition du Midi Recherche et un événement organisé par le Laboratoire de recherche sur les publics de la culture Alquitéaire. Je remercie nos participants aujourd'hui d'avoir accepté de se prêter au jeu du Midi Recherche, qui est une formule rapide pour prendre connaissance des travaux de chercheurs qui font partie du laboratoire, dans le but d'élargir les collaborations entre nos membres et de permettre aussi la discussion entre des professionnels de différentes disciplines. Je vous rappelle la marche à suivre. Vous aurez un maximum de 10 minutes pour présenter votre article et chaque présentation sera suivie d'une période d'interaction d'environ 5 minutes. Et je vous indiquerai dans la zone clavardage quand il vous restera 1 minute environ pour présenter, pour que vous puissiez conclure. Donc, vous voyez donc le plan de match à l'écran. Donc, en premier lieu, nous avons Noémie Couillard, de Voix publique, qui nous présentera patrimoine numérisé et recherche amateur. Ensuite, Caroline Payeur de l'Université du Québec à Trois-Rivières nous présentera conception et mise à l'essai d'un jeu pédagogique sur le commerce triangulaire en classe d'univers social en deuxième année du secondaire. Et finalement, Angel Forteles-Goritz de l'Université Jaume 1 nous présentera Réimaginer le regard de l'université vers le territoire dans la perspective du programme d'extension du service d'activités socioculturelles de l'université. Commençons donc sans plus tarder. Donc, nous invitons le public à utiliser la zone de clavardage s'il y a des questions, remarques ou interventions à faire pendant les présentations. Et nous pourrons y rebondir pendant la période de discussion. J'invite donc Noémie Couillard à se préparer à prendre la parole. En attendant, laissez-moi vous la présenter à l'instant. Donc, Noémie Couillard est titulaire du doctorat international de muséologie à l'École du Louvre, de l'Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse, ainsi que de l'Université du Québec à Montréal, sous la direction de J. Heidemann I. Bergeron. Et sa thèse s'intitule Les community managers des musées français, identité professionnelle, stratégie de communication et politique des publics. Avec Mélisse Nouvelon, elle dirige Voix publique, une agence de recherche indépendante spécialisée dans la culture et le patrimoine depuis 2015. Et entre autres, elles ont en charge l'observation des expositions et des événements de la Cité des sciences et de l'industrie de 2021 à 2025, de la BNF en 2024 et l'enquête nationale à l'écoute des visiteurs pour le compte du ministère de la Culture depuis 2016. Elle réalise des études de réception d'expositions, notamment pour le BNF, le Musée des Confluences, de dispositifs numériques et d'espaces de médiation pour Carnac et Azé Le Rideau. Depuis 2012, Noémie Couillard enseigne régulièrement à l'université, notamment dans le master Gestion des arts et de la culture de Paris 1. Elle est rattachée à l'OMLSH et au laboratoire de recherche sur les publics de la culture et publie régulièrement dans des revues universitaires. Depuis plusieurs années, elle côtoie et anime des rencontres publiques pour un séminaire de recherche sur les publics de la culture ouvert aux chercheurs, aux étudiants et aux professionnels. Merci beaucoup. Merci de cette possibilité d'intervenir à distance. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui rapidement une petite note, donc patrimoine numérisé et recherche amateur. Pour vous donner une idée, en fait, la présentation s'appuie sur des recherches menées sur les 4 dernières années en lien direct avec ma thèse, qui sont en fait trois enquêtes menées avec donc le service interministériel des Archives de France, donc qui est une sous-section du ministère de la Culture, et la Bibliothèque nationale de France, et qui ont donné lieu en fait à 5 analyses différentes dont vous avez les références sur la diapositive. Et ce que je vous présente aujourd'hui est un petit morceau issu d'un article qui va paraître, dont il y a les références tout en bas, qui est vraiment la substantifique moelle de ces différentes recherches centrées sur les recherches amateurs. Et donc pour aujourd'hui, ce qu'il faudra retenir, c'est que ce sont toutes des enquêtes qui ont été réalisées par questionnaire, diffusées en ligne,
sur les usages des offres numériques et de tous les services d'archives. Donc les services d'archives, ça représente à peu près 100 établissements publics sur le territoire français, archives municipales, départementales, nationales et la Bibliothèque nationale de France. On a réussi à récolter de nombreux questionnaires. Pour les archives, la plus grosse enquête qu'on utilise nous a permis de récolter 28 000 réponses. Et pour la BNF, sur la partie en ligne, on a pu récolter l'année dernière 4 000 réponses. Quand je parle d'usage amateur ou de pratique amateur, ou à certains moments que je peux qualifier aussi d'usage ordinaire, c'est une manière de se différencier en fait des usages académiques ou des usages professionnels des patrimoines et en particulier des patrimoines numérisés et qui sont en fait les usages académiques et professionnels sont souvent ceux qui sont les plus enfin qui constituent les publics historiques de ce type d'institution et souvent ceux qui intéressent le plus les professionnels de ces institutions. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire un petit pas de côté et de regarder cet autre public que sont les usagers amateurs. Mais bien sûr, comment les différentes recherches qu'on a menées portaient sur tous ces types de publics différents. Donc c'est bien aussi dans la comparaison avec les différents publics qui nous permet aussi d'avoir ce regard spécifique sur les amateurs. En gros, l'idée principale que je voulais présenter ici, c'était de dire que les usagers des patrimoines numérisés des institutions patrimoniales se constituent comme un public en soi, un vrai public. Alors évidemment, il n'a pas besoin, c'est un peu un artifice que de le dire comme ça. L'idée que je voulais proposer ici, c'était de montrer que ça n'est pas un public anecdotique, ça n'est pas un public négligeable. Et je ne sais pas du tout comment ces pratiques sont considérées au Canada, mais en France, la visite sur place reste le référentiel. Et les pratiques amateurs, de manière générale, restent assez mal jugées par rapport aux pratiques académiques ou professionnelles, qui seraient un peu l'alpha et l'oméga de la bonne pratique, enfin du bon usage et de la bonne scientificité de ce qu'on peut faire autour de ces patrimoines. Donc l'idée, effectivement, ici, c'est d'avoir ce petit regard de côté et donc de s'intéresser à ces publics en ligne qui s'appuient sur soit des archives numérisées, soit des collections de la BNF. Donc c'est pour ça qu'on va parler de Gallica. Gallica, c'est la bibliothèque numérisée de la BNF qui propose pas seulement des ouvrages, mais véritablement tout type de collection, d'images, de photographies, de sons, même d'objets, etc. Donc vraiment quelque chose de très riche et de très diversifié en termes d'offres. Et donc l'idée, c'est de regarder ce que font des publics chez eux, avec un ensemble matériel informatique hein, dans un univers domestique. Et il y avait ce beau verbatim dans notre requête qui disait chercheurs dans ma cuisine. Donc voilà, c'est de regarder ces chercheurs dans leur cuisine. Dans l'article, on opère quelque chose qui va un peu plus loin, qui est d'opérer une articulation entre la sociologie des usages, qu'est-ce qu'on fait de ces contenus et de ces patrimoines numérisés, avec une sociologie de la démocratisation culturelle, dans le sens à la fois de l'augmentation des pratiques et de la diversification sociale, donc de tester l'hypothèse de la démocratisation, d'une certaine démocratisation culturelle à partir de ces pratiques. Donc, je donne trois éléments pour appuyer mon idée. Un, donc l'importance de la fréquentation en ligne et l'autonomisation avec la visite in situ. Donc, quand on regarde les nombreux efforts qui ont été réalisés par les services d'archives et par les personnels de la BNF pour numériser les collections, donc depuis au moins les années 90, et donner tout un appareillage scientifique, donc indexation, accès à de nombreuses ressources, tutoriels, augmentation du nombre d'instruments de recherche, description des fonds, et aussi un appareillage culturel, une médiation culturelle à ces collections, avec des blogs, de l'éditorialisation, la proposition de contenus proches, une animation extrêmement forte sur les réseaux sociaux, notamment de la BNF, eh bien, cet appareillage représente environ 475 millions de documents numérisés en 2022 au niveau des archives et 9 millions de
documents numérisés pour Gallica. Et en regard, une consultation qui ne fait que augmenter et qui est extrêmement conséquente et qui augmente, enfin par rapport, enfin qui prend une importance extrêmement forte par rapport à la fréquentation in situ. Donc pour les archives, par exemple, sur le petit graphique, on voit cette ascension de la fréquentation avec aujourd'hui 67 millions de visites en ligne pour 1,5 milliard de pages ou d'images vues aux archives et à la BNF 19 millions de visites. J'ai pas la fréquentation sur place à la BNF, donc je peux pas faire le ratio qui est un ratio qu'on a fait pour les archives en 2019. Donc il a dû bien changer aussi maintenant. On avait environ une séance en salle de travail pour 100 connexions en ligne. Deuxième idée, les usages amateurs sont les usagers majoritaires des patrimoines numérisés. Dans les archives, 84% au moins des usagers sont des amateurs, principalement des généalogistes et des passionnés d'histoire et souvent d'histoire locale. Et les 2 tiers de ces usagers réalisent ces recherches personnelles au moins une fois par semaine, dont un tiers plusieurs fois par semaine. Donc on voit vraiment une intensification ultra forte. Dans Gallica, 51% des usagers de Gallica sont faits pour des pratiques amateurs. C'est 13% pour des chercheurs et des chercheuses. 63% réalisent ces recherches personnelles au moins une fois par semaine, dont 22% enfin quasiment tous les jours ou presque. Donc on voit vraiment à la fois des usages majoritaires sur les sites et une régularité et une intensification des pratiques très fortes et à chaque fois bien plus importantes que les professionnels et les chercheurs. Et enfin, la dernière idée que je voulais proposer, c'était de dire qu'on retrouvait des profils en ligne qui étaient extrêmement différents de profils sur place. Ici, la comparaison est faite pour Gallica entre les publics du site François Mitterrand et les publics en ligne de Gallica. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en ligne, on trouve une image totalement inversée des publics qui viennent sur place en termes de caractéristiques sociales. C'est une majorité d'hommes il y a une majorité d'hommes, donc ce sont les publics majoritairement les premiers utilisateurs de Gallica, là où les femmes sont majoritaires sur place. On constate 20 ans d'écart entre les différents types de publics, qui est dû au fait que sur place, on a une majorité d'étudiants et de chercheurs, alors même qu'en ligne, on a une majorité de personnes qui sont à la retraite. Donc on est bien face là à un public de seniors amateurs. Sur place, évidemment, on trouve les habitants de la région parisienne majoritairement, alors que ce sont les usagers très éloignés géographiquement qui sont en ligne. D'autres régions de France et d'autres pays, le Canada représente 1% dans ces usagers de Gallica. Et enfin, on trouve des différences très fortes au niveau des diplômes. Là, j'ai fait un zoom sur les personnes qui sont à la retraite pour essayer de regarder un peu des choses équivalentes. Et au niveau, par exemple, des masters, du master, donc du bac plus 4 et 5, on a quasiment 20 points de différence avec des diplômes beaucoup plus élevés sur place que en ligne. Voilà. Pour les archives, les différences ne sont pas aussi nettes sur tous les critères, mais on trouve vraiment cette différence très forte au niveau des diplômes, ça qui reste. Et on trouve même des différences d'un site à l'autre, puisqu'on avait fait une petite recherche avec une collègue qui montrait que même quand on fait des pratiques amateurs en ligne, de la généalogie par exemple, on ne passe pas forcément des archives à la BNF et que le diplôme jouait un rôle très important dans ce passage. Voilà, et j'ai coupé un peu court, mais je vous remercie pour votre écoute. Parfait. Merci beaucoup, Noémie. Et normalement, j'ai tenu mon timing. Applaudi par les 3 personnes en présentiel. Donc, j'inviterai en fait les gens à lever la main en fait sur Zoom s'ils ont des questions et en présentiel aussi. Oui, Marie-Claude? Oui, merci infiniment, Noémie, pour cette présentation à la fois synthétique et en profondeur, puis tellement arrimée sur des préoccupations actuelles en termes d'accès, de démocratisation, sociologie des usages en lien avec le patrimoine numérisé. J'aurais une question. Tu permets qu'on se tutoie, parce que je crois qu'on se connaît, oui.
Euh, Petite question comme ça, est-ce que vous avez distingué, quand vous parlez de millions de visiteurs, de visites, est-ce que vous avez distingué les visiteurs uniques, c'est-à-dire quand vous donnez cette ampleur de visite-là, on comprend bien par la suite dans l'exposé que on a des visiteurs qui vont de façon très fréquente revenir sur le site. Alors, je me demandais jusqu'à quel point ça avait été distingué dans les données. Alors là, c'est vraiment, moi, c'est pas des calculs qu'on a fait nous-mêmes, hein, c'est les données institutionnelles. Et clairement, la distinction n'est pas possible. Euh, Techniquement, je pense que c'est surtout parce que il n'y a pas de profil d'enregistrement, hein, c'est vraiment de la consultation en ligne, donc ça rend vraiment la chose difficile. Et, et en plus, bon, faut se dire que c'est quand même des approximations, puisque en fait, les systèmes de calcul ne sont jamais tout à fait les mêmes d'un site à l'autre, puisqu'il n'y a pas une homogénéisation des sites qui auraient été, par exemple, tous fabriqués par le ministère de la Culture. Donc c'est pour ça qu'il y a ces distinctions image vue, page vue. Bon, moi je le prends toujours comme une sorte de tendance, c'est-à-dire que clairement on voit des augmentations. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que on n'a pas 1 million d'amateurs, mais on a des groupes quand même très fortement Oui. structurés et qui se rajeunissent aussi. C'est ça que j'ai pas dit, c'est que c'est un public alors pas qui se rajeunissent, mais c'est un public qui garde de seniors, mais qui n'est pas vieillissant. On a un réactualisation des pratiquants assez régulière, donc c'est vraiment quelque chose qui est lié au cycle de la vie. Si s'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai d'autres pour toi, mais j'attends. Oui, J'attends de voir. Hervé a une question. Merci. Oui, bonjour, merci beaucoup Noémie pour cette présentation très intéressante et qui montre bien que les lieux culturels peuvent avoir des usages très, très variés et que de valoriser certains usages au détriment de d'autres, c'est peut-être pas toujours la meilleure façon euh, de faire en sorte que ces lieux-là soient utilisés à leur maximum. Euh, Moi, de mon côté, vous avez évoqué brièvement quelques-uns des usages qu'on pouvait repérer sur ces sites-là, notamment de l'histoire régionale et tout ça. Est-ce qu'on aurait aussi une indication sur les parties du fond qui sont consultées et les parties du fond qui sont jamais consultées, par exemple? Alors, Simplement pour nous donner des petites tendances de ce côté-là. bien sûr. Alors, aux archives, c'est facile, c'est l'état civil qui est très, très majoritairement consulté de manière très intensive, hein, puisque c'est vraiment la base de la pratique généalogique. Donc ça, les états civils, les recensements, les cadastres, ça c'est vraiment la base. Et en même temps, pour les archives, c'est vraiment ce qui est majoritairement numérisé. C'est aussi pour ça que pour l'instant, ça n'attire, entre guillemets, que des chercheurs amateurs et des généalogistes. Côté BNF, la diversité des fonds est beaucoup plus importante. Et ça, la question que vous posez, c'est des choses sur lesquelles les équipes en interne s'arrachent un peu les cheveux pour savoir qu'est-ce qui est le plus consulté ou pas. Donc je sais juste que c'est extrêmement difficile d'arriver à pister parce qu'il y a tellement de données que là c'est vrai, c'est presque un problème de voilà d'utilisation des données. Je sais qu'il y a eu des présentations sur le sujet, mais là je pourrais pas vous répondre spécifiquement. C'était pas l'objet de notre recherche. Par contre, sur la distinction des types d'usages, ce qu'on voit à la BNF, c'est on a posé des questions plus précises qu'aux archives en demandant par exemple, est-ce qu'on vient chercher une référence? Est-ce qu'on vient chercher des illustrations pour un article, pour un ouvrage, pour un cours? Est-ce qu'on vient se balader? Est-ce qu'on vient faire de la généalogie en particulier? Là, on l'a posé la question parce que du coup, c'est devenu mon kink. Et donc, j'ai demandé. Et donc, on voit comment il y a différents types d'usages qui évolue en fonction de l'âge et beaucoup du genre, beaucoup plus à la BNF qu'aux archives. Et donc, on voit qu'il y a des usages plus ou moins euh, vraiment dédiés à la lecture et à l'écriture. Comment il y a des des usages qui sont plus de l'ordre du coffre au trésor. On vient découvrir une collection et on n'est pas obligé d'avoir un but précis pour venir consulter tout ça. Tout ça sera très détaillé dans l'article, Ah, fantastique. Merci, ça me donne envie de lire. Merci beaucoup. j'espère.
Donc, merci beaucoup encore, Noémie. Merci. Ah oui, Marie-Claude. Vraiment, Et très ensuite. rapidement. Je suis impressionnée de la quantité de répondants à votre questionnaire. Et je me demandais si vous accepteriez peut-être juste de nous le montrer ou ça va être dans l'article, vous nous parlerez de ce questionnaire parce qu'il y a quand même une grande quantité de données que vous avez recueillies qui est très impressionnante. Oui. C'est très impressionnant et même vous pouvez même accéder aux données parce que les archives, pas côté BNF, mais les archives ont déposé ces questionnaires sur leur site dataculture.fr, donc c'est en open data. OK. Donc vous pouvez aller récupérer toutes les données. Ça montre en fait l'investissement des généalogistes en particulier, qui sont vraiment à l'intérieur de ces pratiquants amateurs, une frange très particulière et très active. Moi-même, je ne m'attendais pas à 28 000 réponses, et encore plus que l'enquête en ligne qui avait eu lieu 10 ans avant. Donc ça, vraiment, ça montre l'intensification aussi des pratiques et l'investissement. Et le questionnaire, il est décrit dans le rapport, mais grosso modo, c'est vraiment des questions d'usage. Alors là, pour le coup, assez classique. Pour quelles raisons vous venez? Quel type de fonds, justement, vous êtes allé consulter? Quelle fréquence vous venez? Est-ce que vous venez aussi sur place? Est-ce que vous venez sur place des fois dans d'autres services que celui dans lequel vous venez? Quel type d'autres ressources vous consultez? Depuis combien de temps? Tout un tas de questions sur le profil social et notamment quelque chose dont j'ai pas parlé là, mais on a intégré une sorte d'indicateur de familiarité numérique ordinaire, donc là, une sorte de capacité à naviguer sur le web. L'intérêt, c'est de voir que le diplôme n'est pas le seul élément qui joue dans la consultation, mais qu'en fait, cette familiarité numérique a une incidence, et c'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec des profils avec des diplômes assez bas, mais des familiarités numériques très fortes, notamment chez les femmes et qui définirait, je pense, et qui dessinerait des profils aussi et des matières d'entrée dans cette pratique différente. Et ça va être la suite de notre enquête. Alors là, plutôt personnelle, parce que je ne sais pas commandité par les BNF ni les archives, mais on va poursuivre avec des entretiens, je pense, dans cette direction. Merci beaucoup. Si, donc on va poursuivre avec la question de Anne-Sophie Bani. Oui, merci beaucoup pour cette communication extrêmement intéressante. Justement, peut-être pour aller dans la suite des études, je me demandais si ces archives en ligne et Gallica sont publicisées mettons, sur les réseaux sociaux, sur des Reddit ou des choses comme ça, et si entre chercheurs amateurs, par exemple, ces gens s'échangent comment faire des astuces de recherche et tout ça. Est-ce que ça s'organise en fait autour de l'outil numérique? Parce que, comme vous venez de le dire, c'est très intéressant cet indicateur de familiarité numérique. C'est pas tout le monde qui peut aller faire une recherche dans ces outils-là de manière efficace. Donc, je me demandais si vous étiez allé regarder comment ça s'organisait en arrière, en fait. Pas directement, mais clairement, alors c'est pas pareil côté archives et enfin en vrai c'est pas pareil côté généalogie et côté autres pratiques. La généalogie, en fait, il y a des acteurs privés très importants qui ont pris d'une certaine manière un peu le relais des institutions patrimoniales qui était plutôt dans la question de fournir les fonds numérisés, mais sans forcément animer la sociabilité et la communication autour, même s'ils le font un peu de manière minimum, pour les raisons que je vous disais, qui est que les, les amateurs sont pas leur public rêvé, donc voilà, et donc il y a énormément il y a une blogosphère assez riche qui s'est développée dans les années 2010. Et c'est plutôt du coup là à ce moment-là les plateformes privées qui ont pris le rôle vraiment de structuration des pratiques. Côté BNF, depuis très longtemps, il y a vraiment une équipe dédiée qui fait le blog, l'éditorialisation et les réseaux sociaux depuis très longtemps, et avec vraiment une approche aussi assez drôle et assez pop quand même par moment de leur contenu, et qui, je pense, attire aussi beaucoup de personnes par ce biais. Super. C'est pour ça qu'à ce côté plus aussi, je pense. Pardon, Noémie. Oui, On va devoir passer à la présentation voilà. suivante, mais merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Donc, passons maintenant à Caroline Payeur. Donc, je vous la présente à l'instant pendant que je l'invite à se préparer.
Caroline Payeur enseigne actuellement la didactique au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières et elle vient de faire son dépôt final pour son mémoire de maîtrise en enseignement de l'univers social et est en processus d'inscription pour le doctorat en éducation. Donc, ses recherches se concentrent sur le fait de mettre en action les apprenants, le jeu pédagogique et le développement de l'esprit critique. Elle possède plus de 15 ans d'expérience en éducation où elle a fondé et géré un jardin pédagogique depuis 6 ans, des projets de films historiques et de films sur la lecture. Et comme il sera question dans cette présentation, elle a travaillé sur la conception et la mise à l'essai d'un jeu pédagogique sur le commerce triangulaire avec Marie-Claude Larouche et Catherine Duquette. Madame Payard, je vous invite à prendre la parole. Donc, bonjour à tous, je suis très contente de passer ce moment avec vous. J'ai pas l'expertise là, de Noémie en ayant un doc et tout ça. Donc, je viens de terminer ma maîtrise en enseignement de l'univers social au secondaire. Donc, je viens de déposer mon essai et tout. Donc, je suis très contente de venir vous montrer le petit pied que j'ai mis dans la recherche. Donc, je vais tout de suite partager mon écran parce qu'un petit 10 minutes, ça passe très vite. Voilà. Donc, on va mettre ça en plein écran. Merci. Vous voyez bien. Donc, Très bien. ah, bon, voilà. Donc, quand je me suis intéressée à faire un essai, il faut trouver une problématique de recherche. Donc, j'ai sorti plein de choses que j'avais vécues là, dans mes 15 à 20 ans là, d'expérience en éducation. Et je trouvais ça intéressant la problématique de situer dans l'espace, parce qu'en univers social, c'est super intéressant et très important, autant en géographie qu'en histoire, de pouvoir situer dans l'espace. Et les élèves ont beaucoup de difficultés à le faire. Au début de l'année, je fais toujours un test et il y en a qui me mettent le Canada en Afrique, là, tu sais, des choses vraiment de base qui ne sont pas acquis. Donc, je me suis intéressée à ça et de voir comment je pourrais avoir un impact. J'ai toujours fait beaucoup de jeux pédagogiques dans mes classes, beaucoup de galeries d'art, de théâtre historique pour vraiment mettre en action mes élèves. Et là, j'ai décidé de faire un jeu pédagogique, mais pas juste un petit jeu de cartes là, pour apprendre, consolider des choses cognitives, là, apprendre des choses par cœur, mais vraiment aller chercher des opérations intellectuelles, puis vraiment une profondeur. Donc, j'ai décidé de faire un jeu de plateau. Donc, dans la recherche, là, je me suis intéressée là, aux causes. Pourquoi ils ont tant de misère à se situer dans l'espace? La recherche nous dit là, que le processus de développement cognitif n'est pas terminé au secondaire, loin de là. Il se poursuit jusqu'à l'âge de 29 ans. Donc, c'est normal qu'il y ait une difficulté parce que c'est quelque chose qui demande de faire plusieurs liens. Donc, des liens entre des événements, la situation dans l'espace. Donc, c'est difficile, mais il ne faut pas s'arrêter là. En variant nos approches pédagogiques, on peut vraiment passer là, ces difficultés, puis vraiment permettre à l'élève de se faire une conception de l'espace et une conception de l'histoire dans l'espace. Donc, il y a déjà beaucoup de jeux, là, comme je disais, des jeux pour apprendre des choses par cœur. Moi, j'en fais souvent. Parce qu'on a beau dire c'est les compétences, les opérations intellectuelles qui sont importantes, mais c'est important d'avoir une petite base aussi de par cœur, là, pour vraiment avoir pour comprendre le reste, là, finalement. Donc, il y en a beaucoup qui ont fait ça depuis très, très longtemps. Mais récemment, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis, par exemple, au Récitus et le jeu de Catherine Duquette, Cliché d'histoire, qui va vraiment travailler les opérations intellectuelles et vraiment amener les élèves à développer leurs compétences. Et c'est vraiment vers là que je voulais m'en aller avec mon jeu. Donc, je voulais développer le jeu pour aider les élèves à se situer dans l'espace, mais aussi aller chercher une certaine forme de motivation. N'importe quel enseignant va vous le dire, c'est important qu'ils soient motivés. Quand ils arrivent, ils ne sont pas motivés, c'est difficile, là. Les apprentissages sont vraiment plus lourds. Donc, un élève motivé là, va apprendre beaucoup mieux, les recherches nous le disent. Donc, moi, c'était important qu'il aime ça, qu'il ait du plaisir, puis même une certaine forme de compétition là, pour soutenir tout ça.
Donc, j'ai eu la chance de faire une première ébauche de mon jeu et d'aller l'essayer avec mes collègues au Centre de services scolaires des Samars, donc en co-développement. Je leur ai fait expérimenter mon jeu et là, c'est vraiment, je me le garde pour le doctorat et pour tous les projets que je vais travailler en culture ou autant en histoire. Quand on crée quelque chose, c'est important de tester, tester et tester encore. Donc, ça m'a vraiment permis de me réaligner sur plein de choses dans mon jeu. Les enseignants, ils ont vraiment beaucoup aimé le jeu. Ils ont vu le potentiel éducationnel, mais aussi sur la motivation parce que c'était très ludique. Mais ils m'ont fait vraiment beaucoup de conseils. Donc, j'ai fait finalement ma version finale de mon jeu, qui n'est pas nécessairement finale parce que si je le réutilise, je vais encore changer des choses. Hein. C'est un processus en continu. Donc, je suis allée l'expérimenter, faire mon expérimentation. Et là, c'est un essai de maîtrise. Donc, c'est à petite échelle. J'ai eu 2 petits groupes dans la région de Rawdon au Québec. Donc, un groupe en difficulté scolaire et un groupe fort. Donc, c'était intéressant d'avoir les 2, même si l'échantillon est très petit. Ça a été très, très bien reçu. Donc, pour prendre mes données, là, j'ai fait un pré-test, un post-test et un bilan d'impression. Donc, on a gardé ça très, très simple. Dans mon petit test, j'ai analysé les connaissances de géographie de base, qui est le Canada en Afrique. Là. Voir est-ce qu'ils vont me refaire ça après ou finalement, ils ont réussi à bien consolider ces savoirs-là. L'analyse documentaire, qui est vraiment très important là, en univers social. Les directions des matériaux. Donc, j'ai pris là, le commerce triangulaire là, pour mes notions à travailler, mais je préfère le même jeu là, pour chacun des chapitres de tout le secondaire. C'est quelque chose qu'on pourrait faire en série très facilement. Donc, j'ai aussi demandé là, leur opinion, savoir s'ils avaient aimé ça, s'ils trouvent que c'est pertinent d'avoir ce genre d'activité-là. J'ai eu des très, très bonnes réponses. J'ai été surprise quand même. Donc, voici mon jeu. Donc, ça vous donne une petite idée. Là. Il y a le plateau de jeu qui est en 11-18, donc le plus grand format imprimable, qui est plastifié. Donc, on peut utiliser là, les petits crayons. Ici, effaçables. Les diapos ne On fonctionnent le pas. voit Peut-être que. Ah, OK, vous ne le voyez pas? Attendez. Non. Il faudrait peut-être le mettre le diaporama en mode diaporama. Oui. Là, est-ce que vous le voyez? Oui, là, on le voit. Oui. Oui. Ah, OK. Bon, on va Le mettre en continuer mode comme ça. diaporama, on va le voir encore plus grand. C'est bon. Donc, voici mon jeu. Donc, vous avez là, le jeu qui est imprimable et plastifiable. Donc, on peut utiliser les crayons effaçables ici pour vraiment venir écrire directement sur la carte. Donc, vraiment, les élèves vont être en action et vont contribuer au savoir qu'ils vont accumuler tout au long du jeu. Il y a un petit plateau de cartes. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire là, dans mes activités pédagogiques. On sauve beaucoup de minutes dans l'organisation des jeunes. Juste il y a la petite image du paquet de cartes en dessous. Donc, pour organiser, c'est très, très rapide. En 1 minute, tout le monde est prêt à s'installer. Il y a les petites cartes. Souvent, là, les règles d'un jeu, c'est difficile à acquérir. Donc, ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils l'ont chacun devant eux avec le pays qu'ils représentent. Donc, l'idée, c'est de faire le plus enrichir son empire. Et vous avez le dossier documentaire là, qui est rempli de thèmes sensibles, d'empathie historique, de petits faits croustillants sur l'histoire. Donc, ça vient les chercher. Là. Donc, ils se promènent sur la carte et quand ils tombent sur un petit chiffre, ben, en plus de répondre à une question pour gagner un lingot, ils vont pouvoir lire le petit extrait qui est en lien avec la situation géographique du point. Donc, on va vraiment venir poser une connaissance historique dans un lieu précis sur la carte. Donc, pour les petites questions, j'ai fait plusieurs formes afin de travailler là, les opérations intellectuelles, donc des situations situées dans l'espace, qui suis-je, des analyses documentaires, des conséquences, des causes, vrai ou faux, des pourquoi, des faire des liens. Donc, j'ai vraiment varié là, le plus possible. Et finalement, un jeu qui est bien avancé va ressembler à ça. Donc, les élèves vont avoir colorié les empires avec des couleurs. Ils vont avoir créé une légende en apposant carte après carte là, les matériaux qui sont échangés entre les empires. Ils vont avoir mis un titre. Bon, la Rose des Vents n'est pas remplie, mais elle serait remplie. Ils vont avoir nommé tous les continents, les océans. Donc, tranquillement, là, les connaissances, ils restent là tout au long du jeu.
Donc, c'est vraiment bien pour consolider là, les savoirs. On va avoir travaillé nos techniques de cartes et aussi nos questions, nos opérations intellectuelles là, dans faire des liens, causes-conséquences, tout ça. Donc, voilà. Donc, pour mes résultats, j'ai été contente parce que j'avais un petit échantillon. Puis des fois, au secondaire, ben, quand on fait le même test, on peut avoir un désengagement. Mais finalement, j'ai eu comme un beau résultat. Donc, dans le pré-test, une moyenne de 61 et dans le post-test, presque 76. Donc, j'ai eu vraiment un beau gain. C'était agréable de pouvoir déballer ça. Dans les deux groupes ont progressé, pas tous dans les mêmes catégories, là. Par exemple, le groupe en difficulté, ils ont vraiment progressé beaucoup dans la géographie de base, alors que le groupe fort avait déjà une bonne note. Donc, il y a eu un moins grand progrès. Pour les conséquences de l'événement, donc la question longue qui était très, très complexe, le groupe fort a vraiment progressé, alors que le groupe faible n'a pas compris encore la question, comment répondre à la question ou le sens de la question. Donc là, il faudrait aller plus loin là, pour voir là, la cause de cette incompréhension-là. Mais voilà, donc c'était intéressant là, d'avoir un groupe en difficulté et un groupe fort aussi. Les élèves ont beaucoup, beaucoup aimé le jeu. Donc, j'avais vraiment beaucoup de positifs là, dans les commentaires. Ils ont beaucoup aimé la nouvelle façon d'apprendre, jouer pour apprendre. On a beaucoup vu l'impression de ne pas travailler tout en apprenant. Donc, on dirait qu'on avait mis nos mots dans leur bouche, mais on a vraiment fait attention de pas leur donner des réponses. Donc, il a beaucoup aimé les éléments ludiques. On pouvait voler des bateaux, des manufactures, des plantations. Donc, avec des cartes spéciales, on pouvait voler aux autres personnes du jeu, aux autres joueurs, des éléments, donc de pouvoir voler des choses. Ils ont vraiment beaucoup aimé ça, de faire des stratégies aussi par rapport aux événements, parce que le jeu change à chaque tour. Il y a un événement qui vient bouleverser le monde, soit qu'il y a des ouragans là, sur l'eau, donc nos bateaux, ils ne récoltent pas, des choses comme ça. Donc, ils ont beaucoup aimé ça, de pouvoir jouer, faire des stratégies. Il y a un juge dans chaque équipe qui a les réponses aux questions. Et dans d'autres jeux aussi, j'ai mis des jeux. Tout le temps, les gens aiment beaucoup ce rôle-là. Donc, de pouvoir juger, d'avoir le pouvoir, de pouvoir étudier aussi. Il y en a qui disent, ah, j'ai appris beaucoup de choses. Ils ont beaucoup aimé faire des pauses de cahier. Donc, j'ai été expérimentée dans une classe avec une collègue qui fait des activités quand même variées, mais en grande majorité du cahier. Donc, ils ont aimé ça, la pause du cahier, jouer en équipe. Et voilà, donc il y en a qui ont dit j'ai progressé. Durant le jeu, je devenais meilleure. Donc, ils ont vraiment comme eu de la satisfaction aussi de l'apprentissage. Super. Dans le bilan, Pardon, je vais devoir vous couper, Caroline, pour le bilan d'impression. Tu oui, pourras justement probablement répondre aux questions des spectateurs. Donc, merci beaucoup. parfait, Est-ce j'avais que quelqu'un... terminé de toute façon. Merci. Oui, Hervé? Oui, j'aimerais ça que vous exposiez vos conclusions. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, dans notre bilan, là, c'était ce que l'enseignante associée là, avait trouvé et moi-même. Ça allait vraiment dans le même sens que les élèves. Donc, on avait vraiment eu, c'est sûr, c'est un petit échantillon, là, donc on ne va pas changer le monde là, avec ma petite recherche, mais on voyait vraiment qu'il y avait progressé dans leurs compétences de se situer dans l'espace. Il y avait beaucoup de motivation. Il y avait des compétences et connaissances qui étaient vraiment là, mieux définies à la fin. Donc, voilà, ça conclut. Ça me fait plaisir de partager mon jeu. Donc, je vous laisse mon courriel là, sur la dernière diapo. Vous avez juste à m'écrire, puis je le donne en PDF et en Word aussi. Si vous faites des modifications majeures, juste me renvoyer un courriel, puis des fois, si vous avez le temps de juste m'expliquer pourquoi vous l'avez modifié, des fois, ça me fait progresser, là, vu que je vais continuer dans mon cheminement scolaire. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de prendre ce moment-là avec vous. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci beaucoup. J'aurais peut-être justement une semi-question, semi-commentaire, justement là, à propos de la notion de stratégie de pouvoir et en même temps le support visuel. Est-ce que vous pensez que c'est plus le support visuel qui a aidé le groupe en difficulté ou justement la notion de compétition et vice-versa finalement? Oui, ben, je pense que c'est un mélange des deux, mais c'est sûr que travailler sur une carte
Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel de pouvoir écrire aussi, parce que, tu sais, avec les outils numériques, tout ça, on perd un peu la notion d'écriture, mais c'est très... moi, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans l'écriture, faire des petits dessins là, pour faire la légende, reporter le dessin sur la carte. Je pense que ça fait beaucoup des liens. Donc, de travailler avec une carte, là, c'est sûr que ça aide. En fait, les stratégies, c'est pas, tu sais, il n'y a pas de connaissances dans les stratégies, c'est juste que ça a amené la volonté de gagner, donc la volonté d'apprendre, de pouvoir répondre aux questions. Donc, quand on a une bonne motivation comme ça, là, c'est une belle, belle base pour y asseoir des connaissances, des compétences, là. Super. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais passer. Oui. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions? Oui. Oui. Vous avez abordé rapidement la question des sujets sensibles, puisque dans le commerce triangulaire, évidemment, il y a des questions un petit peu délicates. Oui. Comment est-ce que dans l'espace du jeu, on réussit à traiter ces questions délicates-là? Puis est-ce que vous avez l'impression que ça fait l'affaire ou que le jeu peut empêcher un peu de les traiter et de leur accorder l'importance qu'il faudrait? Oui, on pense, merci pour votre question. On pense souvent que dans un jeu, on est comme un peu en superficiel, là. Mais en fait, de prendre, parce que là, ça prend vraiment une période complète, là, de prendre une période complète pour le faire en jeu, on a vraiment le temps d'aller en profondeur. Puis grâce aux dossiers documentaires, parce que nous, on travaille beaucoup là, au Québec avec des dossiers documentaires maintenant. Donc, c'était important pour moi d'en mettre un dans le jeu. Ben, ça vient vraiment à poser puis aller vraiment chercher une profondeur. C'est des sources que j'ai mis, de diverses sources. Donc, et diverses opinions aussi. Je trouvais ça important de développer un peu l'empathie historique. Puis il y avait vraiment, là, tu sais, quand on parle de la traversée de l'océan avec les biscuits pleins de verre, puis les témoignages de l'eau corrompue qui pue, puis tout ça, puis là, on entendait des berques, ah, c'est dégueu pour eux autres. Puis là, tu sais, on sentait qu'il y avait vraiment un développement, puis ils vont s'en souvenir. Tu sais, on le sent en tant qu'enseignant, qu'ils vont s'en souvenir de tout ça parce que c'est percutant. Les thèmes sensibles, c'est toujours difficile. On parlait beaucoup de l'esclavage, donc c'était de le faire. Tu sais, il n'y avait pas d'encadrement parce que tu sais, ils lisaient en équipe, ils en discutaient en équipe. Donc, tu sais, l'encadrement, bon, on se promenait dans la classe, mais il y a juste un enseignant qui se promène. Donc, c'était important d'aller travailler mes textes. J'avais beaucoup j'ai beaucoup passé de temps pour voir comment bien l'agencer avec le dossier iconographique et le texte pour vraiment qu'ils comprennent que ce ne soit pas juste comme des artifices, là, tu sais. Donc, ça a quand même bien été, puis on a réussi vraiment, d'après moi, à faire une bonne profondeur dans les connaissances, pas juste d'apprendre des choses par cœur ou des situations, là, des endroits là, à poser sur la carte. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, bravo Caroline. C'était vraiment intéressant. Nous allons finalement passer à la dernière présentation. J'inviterai Angel Portales-Goris et Juan Travers-Martí à se préparer pendant que je vous présente. Te invito a que te prepares mientras te presento. Perfect, merci beaucoup. Donc, Angel Portales-Goris est diplômé en sciences humaines et gestionnaire culturel. Il agit à titre de coordonnateur au programme d'extension universitaire PEU de l'Université Jaume I de Castelló, en Espagne. Il accompagne les publics dans le processus de découverte ou de mise en valeur du patrimoine culturel et mène des recherches sur la création, le développement et les interactions des communautés avec le patrimoine culturel. Et il anime également des ateliers de formation sur le patrimoine culturel et participe au développement de méthodologies basées sur l'innovation sociale pour le développement, la gestion et la socialisation participative et communautaire du patrimoine culturel. Et Juan Andrés Travers-Martí est professeur titulaire au département de pédagogie et de didactique des sciences sociales, de la langue et de la littérature à l'Université Jaume I de Castelló en Espagne. Il est licencié en philosophie et sciences d'éducation et docteur en éducation.
Il a développé des projets de recherche sur l'agenda 21 de la culture, la récupération du patrimoine scolaire ou la participation des jeunes. Il est membre du groupe de recherche Meliora Educativa et Chiodamania Critica. Et il est membre chercheur du Laboratoire international sur l'inclusion scolaire et le Laboratoire de recherche sur le public de la culture et est directeur du musée pédagogique des Castello et co-directeur de la revue interdisciplinaire sur la culture de la cité culture. Donc, Amjad, je vous invite à présenter. Merci pour votre présentation. Merci Marie-Claude pour l'invitation à participer dans le laboratoire et pouvoir présenter notre projet qu'on fait sur la participation culturelle et l'université dans notre territoire. Et il faut beaucoup de temps que nous voulons participer, tisser, mais différentes situations ont fait que ça démangeait, non? Et finalement, c'est possible aujourd'hui. Il manque une autre personne, que c'est le responsable de les surveilles, les cerveaux de la participation culturelle à l'université, c'est Albert Lopez, qui dans ce moment c'est malade et ne peut pas participer aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va faire la présentation entre mon collègue Angel et moi, mais je vais faire seulement une petite cadre pour la présentation d'Angel, que je crois que c'est le très intéressant. Non? On va parler un peu de la relation entre notre université, la Jaume I, en Castellón, on va situer notre territoire. Et après, on va parler de quelle est notre relation avec les communautés patrimoniales. Et ce sont des communautés de personnes dans les territoires qui travaillent pour récupérer, pour participer et pour mettre en mise les droits culturels de la citoyenneté démocratique. Et c'est ça, possiblement, l'objectif le très principal de notre intervention dans le territoire. Et on va simplement remarquer 3-4 axes de le travail que nous faisons dans notre territoire. Le premier, c'est les communautés du patrimoine ou communautés patrimoniales. C'est un concept qui structure notre travail. Le deuxième axe sera les réseaux collaboratifs entre les communautés patrimoniales, et l'éducation patrimoniale aussi, et les droits culturels et la citoyenneté démocratique. Et finalement, nous faisons des accompagnements du processus des communautés patrimoniales. C'est l'université qui accompagne ce processus, mais avec des relations horizontales avec la communauté. Et Angel, il fera son présentation en anglais. Et s'il y a quelques questions, on va essayer de répondre les questions que vous avez. Et pardon parce que il fait beaucoup de temps que je ne pratique beaucoup le français. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est bien ou non. Todo Oui, bien. c'est très bien. Très bien. Okay, thank you, Joanna, and thank you all. I'm very happy to be here sharing with you the University Extension Program experience. Last time that we tried to talk was complicated, but now is the day and I'm very happy to be here. So thank you very much for your invitation and we start. Next, for example, next please. And this one, next are an approach, the framework, Spain, Valencia region, next Castellón province. We will wait in this, the previous, please. Previous, yes, this one. In these slides, you can see the Castellón province in Valencia region, and this is the place in which we are working, okay?
University Extension Program is inside the Vice-Rectorate for Culture, Languages, and Society, and works with small municipalities under 5,000 people in the rural areas of Castellón province. What you can see in orange is the different municipalities that we are working with. All of these municipalities are under 5,000 people. As you can see, is more or less the 80% of the territory that we are working, under 5,000 people, and the other territory, more or less 20% or something like this, is very close of the Mediterranean Sea, and are the people with more than 5,000 people. We work with these municipalities and work with different local communities, with different cultural associations that are developing their own cultural projects. This is something that is very important. The University Extension Program, we are trying to collaborate with these territories, and when we talk about territory, we talk about people, okay? These people organized, for example, in a cultural association, or maybe not organized, a group of people interested in develop, I don't know, a topic about culture, heritage, I don't know. We work with them. They have their own interests. They have their own projects, their own cultural projects. And the university unites their process and combines the different experiences, okay? So this is something that is very important for us. We work with people with their own cultural projects, and we unite our experience, okay? So we work with these local communities, and it's something that is an open and long-term process that has been for more than 20 years. This is something that hasn't happened in 1 or 2 years. This is something that has happened for more than 20 years. Step by step, slow, very slow, working with small municipalities, trying to find something that they want to develop, combined with another municipalities, trying to engage another municipalities, building common places to design and create networks of collaboration, networks for shared experiences, etc., etc. Next, please. Okay, what you can see in this slide is something for us very beautiful, okay? It was 2018 in the European Year of Cultural Heritage, and in the different activities that were developed in that year, that special year, we make a 1-year project about this question that you can see. What do you think and feel cultural heritage really means? We make an open call and we receive different contributions, not only of our own network in Castellón province, but also different experts and local communities from Spain and another countries in Europe, as for example, France, Italy, Portugal, Romania, Lithuania, etc. What you can see in this slide is the answer that Itziar Luri made about this question. The purpose was, what do you think and feel? Send your definition and send your an image, a picture. And Itziar made a definition for us incredible. That treasure that, like the air, the more you try to catch it with your hands, the less you can retain it. We never imagined that we could receive a definition about cultural heritage like this, but it's incredible, and talks about what really people think about cultural heritage. And it means that cultural heritage is not only stone, it's not only iron, it's not the main church, for example, it's not a castle, not only a castle, of course, it's something more. It's talk about people, about links, etc. Next, please. Yes, about the University Extension Program.
it proposed a new way of understanding the relationship between the institution, in our case, the university, and the provincial council. We mustn't forget that the university extension program, the general budget of the university extension program is 50% of the university, and 50% the budget is with the provincial country and the regional council, okay? And the territory. And we will talk about territory one more time, about people, okay? Next, please. What do we offer, okay? We offer technical support for these local projects, specific training. When we start to talk with them, this is the accompaniment program. We are members of these local groups because they want that the university participate in this process, okay? In this moment, we start to talk. Of course, we work in the territory. We don't work in the university. We move, of course, to the municipality, and we work, I don't know, Saturday in the afternoon or when they want to do it, okay? In these different meetings, we decide what the special needs, for example, and maybe they need a specific training that we offer to them this specific training about the topics that they need for the development of their own projects, okay? And the third main key of this project, the University Extension Program, is the meeting and exchanging spaces to build this network of heritage communities. Next, please. In the end, we're talking that the University Extension Program, it's a laboratory for the development of methodologies based on participation, horizontality, and inclusion at the service of local groups with cultural projects. It's very simple. And when we say simple, is that it's something that is very, very easy to explain, but not very easy to make real. Okay, next. And when we talk a network, it's a network of heritage communities, a group for the support, a meeting place for the change of practices and knowledge, a place for training, for solidarity. Next. A pursue an inclusive approach, promotes good governance based on participatory management, is based on the fundamental values of the Council of Europe, and it aims to create a synergy between existing tools and policies and improve or complement them. What the different pictures that you can see in the different slides are local groups that are working in their own projects. Okay, Mary Claire? I can ¿Han hear you. terminado o no? No quiero. Next slide. Ok. Quisiera saber, lo voy a decir en francés para que la gente me entienda. Je vais vous le dire en français. Je me demande la question du patrimoine. C'est très intéressant ce que vous avez mis en place et c'est riche d'exemples pour nous, extraordinaire. Est-ce qu'on parle du patrimoine plutôt immatériel ou matériel ou ça englobe les deux? Voy a decir en español, ¿es patrimonio material o inmaterial o cómo se define el patrimonio en su punto de vista en los trabajos que están haciendo? It depends. Okay. Because the different local groups decide what kind of heritage they want to work with. Okay. If they want to develop a project about immaterial heritage, we develop with them this. What is real is that in this moment, we can separate material and immaterial. When we talk about, for example, a traditional, I don't know, it's very well connected in material and material heritage. For example, a photo, a picture talks about a story or maybe a tradition, or maybe can develop ideas about a traditional song, for example, or different tools that was used in that, or the dress, the clothes, etc.
So we are working with a complex definition of what cultural heritage means, and it tries to be transversal, to unite material and immaterial, and to make different links between different heritages. Okay? Merci beaucoup. Muchas gracias. Thank you. Next, please. Angel, since we don't really have time anymore for the presentation, if Okay, you so- will, we will pass to the question, and maybe you will be able to answer with information that you didn't say. Okay, so go to the end if you want. So this is I only, well, the previous and the previous for, please, previous. Sorry, this one, the definition of cultural of heritage communities of the Council of Europe. Okay, heritage community consists of people who value specific aspects of cultural heritage which they wish, within the framework of the public actions, to sustain and transmit to future generations. This is, and for us, it's very important, the legitimacy of citizenship to decide about their own heritage. And with this, stop. Thank you. Je vais mettre la prochaine diapo. Thank you, Angel. Hervé, est-ce que vous avez une question? Ah. Est-ce que c'était pour le diapo? Non? Mais une question simplement. Je crois que c'est très intéressant pour contextualiser toutes les actions qu'on fait, que les territoires dans les projets qu'Angel a expliqué, les axes, les clés, se développent dans les territoires ruraux. Petites populations, dans l'intérieur, il y avait des aménages. Par exemple, la dépopulation, la population marche à la ligne des côtes et il y avait des différentes problématiques associées à ces phénomènes de l'immigration intérieure. Et c'est pour ça que retourner à la population, la volonté, la possibilité de participer, de signifier, de dignifier son patrimoine, c'est très nécessaire et très intéressant pour nous. Oui, Hervé? Oui, je vais poser une question à Angel. Je vais la poser en anglais pour avoir une réponse. You've been talking about, the fact that in these rural areas, you would let people focus on the type of heritage that they like to value. Could you give us example of a group with a specific interest and the type of support that you've been giving to this specific group? For example, for us to be able to picture that a little more closely. How many times we have to do it? We have different examples about how we are working in the territory. In 1 minute, an example that for me is very interesting is in a small municipality called Cirat. Cirat is 220 people, okay? And they have a cultural association. The number of members of this cultural association is 240. I mean, more than people lives in the municipality, okay? They are for more than 10 years developing the cultural policies in Cirat with their cultural project. Their cultural project is about their ethnographical museum. From the cultural association, they are working hard to open the ethnographical museum to the citizenship, and they are developing different communitary activities
As for example, an activity that is very simple but very interesting is that once per month, they make an open call to the municipality because in the main square of the municipality, they put different heritage of the museum to make a catalog, to make to analyze the number of the heritage, the characteristics, etc., etc. And they made an open community activity of cataloging. And all the people in the municipality are invited to participate in this activity, explaining, for example, what's the purpose of this heritage. This tool, for example, this traditional tool was used, why it was used and for what, and for, different characteristics, etc. No? So it's a very a simple activity that links heritage with society. In that process, they wanted to increase the sense of belonging, for example, and build a new framework for this legitimacy of the citizenship to decide about the future of the heritage, municipality, etc. This is a simple example of how we are working with them. And in this case, we work hard with them to organize this training, for example, or how to make a catalog, or what do you need? Or in this case, for example, in one moment they needed to make the restoration of different heritage of the ethnographical museum. We offered to them the work of a specialist, an expert, a restorator that went to Cirat to make a specific training for the cultural association representatives for them to do it. So this is very important. And the training was Saturday afternoon, because it's the moment that these volunteers can do it. The time is the time that they need, that they want. It's their project. The time is not the time of the university. They say what they need. They request the university because it's a public university, okay? So this is a simple example, but if you want another day, can share with you different examples or talk more about this. Thank you very much for your example. Thank you very much, Angel. Oui, Marie-Claude, question? I thank you very much for your presentation. It's very inspiring, and I would think that in our university we will be able to put ahead all the development of the social cultural life in the campus and outside the campus. It's gonna be a lot of examples we're gonna be able to look in what you're doing in your tremendous work, I would say. So thank you very much for presenting it. Thank you, Ju. In the chat, I have included 3 different links. One of them is the publication of the annual project of the European Year of Cultural Heritage. Second one is our website, or the first one is the website. The second is the link to the publication, and the third is a small video, 3 minutes video, in which you can see one activity, a specific training, very interesting, very easy to do for you, for your students, for example. And it works not only for university people, but also for secondary people, students, or primary school, or also for cultural association. No? And it's very interesting. And if you need something, we are in touch. Super. So, thank you very much, Angel. Thank you very much, Juan Travers-Marty. Merci beaucoup à Caroline Payeur et également à Noémie Couillard. Donc, vraiment, un énorme merci à tous nos conférenciers aujourd'hui et également les gens qui ont assisté au Midi Recherche. Et merci également à tous ceux qui vont nous écouter sur YouTube.